ceux qui aiment le plus jouer avec les mots, ce sont les auteurs. Sacrement le segway. Excusez mon segway. Je l'ai pas assumé à mi-chemin de mon segway. Mais ouais, on va commencer ce spécial Jurassic Park-là, justement, en commençant aux origines de la série. Les origines qui sont, bien sûr, le livre de Michael Crichton. Donc, Jurassic Park, un livre sorti en 1990, mais bien sûr, écrit dans les années 80 pendant la grande panique des OGM / de la science génétique et toutes ces affaires-là. Et puis, bien sûr, un livre qui est disponible à la bibliothèque, mais qui, moi, de mon côté, je vous cacherai pas, je l'ai déjà lu, je l'ai en livre ici, bien sûr. Je suis un fan de Jurassic Park. Spoiler alert, c'est dans mes bibliothèques. Mais ouais, justement, Elder Dorino qui dit qu'il l'avait lu à l'époque. Ben, moi aussi, je l'avais lu quand j'étais jeune. Quand même un bon roman, c'est un bon livre qui se lit bien. Mais cette fois-ci, je l'ai écouté en audiobook. Donc, une petite parenthèse dans cet épisode-là. Je me suis comme abonné rapidement au service Audible. Donc, Audible qui est un service d'audiobook. Donc, audiobook, c'est comme un gros podcast. Dans le fond, les audiobooks, c'est vraiment quelqu'un, un comédien, si on veut, qui lit le livre. Là. Il ne va pas nécessairement le acter. Des fois, il y a un petit peu d'acting, si on veut. Mais bref, c'est une version lue du livre. Donc, je sais qu'il y en a qui sont comme un peu choqués par ça, par les audiobooks. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts juste quand je suis en char, tu sais. Et puis, je me suis dit, Chris, quand ils ont annoncé justement Jurassic World Rebirth, je me suis dit, il faudrait que je relise le livre. Puis, tu sais, dans la vie de tous les jours, j'ai pas nécessairement le temps avec le gaming, la famille, toutes les obligations de justement lire une brique, tu sais. C'est un plaisir, je l'ai déjà fait, puis je vais en lire d'autres des livres dans ma vie. Mais là, en ce moment, ça fitait pas, mais je me suis dit, Chris, je pourrais le pogner en audiobook puis juste l'écouter dans mon char. T'sais, j'ai déjà écouté une couple d'audiobooks comme ça. Donc, j'ai regardé un peu en ligne. Il y en a des audiobooks sur Spotify et ces plateformes-là. Mais souvent, c'est payant. Par contre, sur Audible, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des formules d'abonnement. Et à chaque mois, dans le fond, tu payes quelque chose comme 10-15$. Et puis, je pense que c'était Amazon Prime. Je pense qu'il y a quand même un rabais là-dessus. Bien sûr, je vous suggère toujours d'encourager les plateformes québécoises, pas les plateformes américaines. Donc, vous pouvez aussi, à vos bibliothèques, des fois, emprunter des audiobooks, je crois. Donc, vérifiez. Là, des fois, il y a des CD avec des audiobooks dessus. Donc, checkez vos affaires, mais dans le pire des cas, vous pouvez y aller avec Audible. Et puis, c'est pas très cher, Audible. Tu payes un abonnement, ça donne un token, puis tu l'échanges contre un livre comme de ton choix à chaque mois. Et puis, c'est évidemment dans un bassin de livres qui ne sont pas nécessairement les nouveautés les plus récentes. Jurassic Park n'étant pas une nouveauté récente, comme vous l'avez compris. Donc, vous pouvez l'échanger contre ce token-là. Et ce qui est plaisant avec ça, c'est que même si vous vous désabonnez, dans le fond, du service mensuel qui vous donne des trucs à tous les mois, vous gardez quand même les livres dans votre librairie. Donc, ça vaut la peine de se construire une petite librairie comme ça, puis de l'écouter en conduisant son char. Donc, très intéressant, vous avez accès à plein de livres là-dessus. Ça fonctionne super bien, c'est comme écouter Spotify dans son char, mais tu écoutes un audiobook. Donc, moi, j'ai très, très, très apprécié cette version-là parce que, tu sais, ça m'a permis justement de pogner dans le trafic, de pouvoir redécouvrir cette œuvre-là que j'avais déjà justement lue par le passé, mais aussi en écouter plus. Finalement, après, une fois qu'il est là-dedans, t'en écoutes toujours un petit peu plus de ça. Il y a Elder Dorino dans le chat qui dit « La biblio, c'est le best ». Oui, les bibliothèques municipales, là, vos bibliothèques, surtout à Montréal, il y a des bibliothèques là, qui ont des jeux vidéo, des livres audio, il y a plein d'affaires, vous pouvez emprunter du matériel audiovisuel. Je pourrais d'ailleurs emprunter du matos pour enregistrer le podcast ici. Tout ça se fait. Visitez vos bibliothèques, guys. Moi, on y va souvent avec les enfants à la bibliothèque. C'est the best. Max Geeks dans le chat qui demande « Si je m'abonne, il y a une version avec toi qui lit d'une voix sensuelle. » Écoute, ça pourrait être un bonus d'abonnement que je pourrais donner. Mais ça serait juste lire le TV Hebdo, par exemple. Je ne lirais pas Jurassic Park parce que c'est trop. La personne qui... Hey, salut Batman 66, comment ça va, cher ami?
Qui le narrate? Je pense que, écoute, je pourrais te donner cette information-là. Je ne sais pas si je l'ai encore sur ma bibliothèque. Mais oui, c'est... Attends une minute. Détail du titre. C'est le même qui lit le premier livre et le deuxième livre. Parce qu'il y a 2 livres, en fait. Il y a... Ah, excusez-moi. C'est un bon bout, ça, pour... C'est de la bien bonne radio. J'ai pas l'auteur vite comme ça. Mais en tout cas, le premier livre et le deuxième livre de Lost World sont lus Scott Brick. Donc, mais des fois, tu as des audiobooks, comme par exemple, là, j'écoute World War Z. Et World War Z, c'est toujours des lecteurs différents, des comédiens différents qui font chacun des chapitres. Parce que World War Z, c'est comme un genre de récapitulatif de tous les événements qui ont mené justement à World War Z. C'est un peu comme un genre de compte-rendu. Et puis, chaque chapitre, c'est vraiment lu par une personne différente. Bref, tout ça pour dire, donc, Jurassic Park, un livre, comme je dis, qui est sorti dans les années... si on retourne, on ferme la page, on tourne la page de Audible et qu'on tombe maintenant dans le vif du sujet, Jurassic Park. Comme je dis, un livre de Michael Crichton qui a été quand même travaillé pour un bon bout de temps. Donc, Michael Crichton avait cette idée-là de livres, c'est comme de scientifiques un peu fous qui recréent des dinosaures, des choses comme ça. Puis ça lui a pris du temps quand même avant de se lancer dans le projet, notamment parce que il y a une certaine similitude avec... tu sais, à toutes les fois qu'il s'approchait de l'idée vraiment d'avoir un peu comme un parc, ça lui rappelait beaucoup Westworld, une autre de ses œuvres qui a eu justement un film et une série aussi HBO. Et puis, c'est ça, il en a discuté quand même assez longtemps. Et puis, éventuellement, ça a fini par aboutir. Et très rapidement, ça a été... les droits du livre ont été attrapés par Steven Spielberg. Et on connaît un peu justement l'histoire de la suite de la franchise. Jurassic Park est devenu en tant que tel une franchise un peu si on veut, mais aussi tu sais pour pas mal le plus gros truc de Michael Crichton par la bande et aussi le seul livre de Michael Crichton que celui-ci a décidé de faire une suite, une décision qui est comme pas nécessairement selon lui sa meilleure parce que c'est pas son meilleur livre. Par contre, même le deuxième livre de Lost World a eu quand même un certain succès. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe dans le livre de Jurassic Park et comment ça diffère du film? Mais en fait, le livre commence vraiment d'une façon très différente où est-ce que ça se passe vraiment au Costa Rica. Et puis, plusieurs habitants du Costa Rica commencent à observer des phénomènes mystérieux qui se produisent, notamment, une infirmière qui raconte qu'une nuit, en plein milieu de la nuit, un hélicoptère est arrivé, tu sais, comme un hélicoptère, donc des gens qui étaient forcément en moyen, pour amener un travailleur qui a été lacéré, comme clairement par soit une machine, mais en même temps, il avait l'air d'avoir de la salive là-dedans. Fait que tu sais, c'est comme, est-ce que c'est un animal qui lui a fait ça et tout? Et puis, des rumeurs commencent à courir dans le village qu'il y a peut-être il y a des gens qui voient aussi des lézards qui se promènent sur 2 pattes et tout. Donc, il y a des trucs qui débordent un peu finalement. Il y a comme une mise en scène, si on veut, qui est très longue et puis qui culmine notamment avec un personnage qui n'est pas dans le film qui, lui, mène cette enquête-là et finit par trouver des restants d'une de ces créatures-là et puis l'envoie, dans le fond, se faire analyser à une université. Et à ce moment-là, ça met la puce à l'oreille à un groupe pas de chercheurs, mais du moins de scientifiques, de InGen qui, évidemment... InGen dans le film qui est piloté par John Hammond, se rendent compte que peut-être que Jurassic Park va bientôt se faire découvrir du monde, donc ce serait peut-être bien de bulletproof la patente et d'inviter, dans le fond, des gens pour venir finalement valider ce parc-là et approuver, dans le fond, dire que c'est sécuritaire, que tu sais, il n'y a pas de question que les investisseurs paniquent et tout. Donc, évidemment, on retrouve le Dr. Grant, donc personnage typique du film, qui, lui, a été consultant pour John Hammond, si on veut, mais surtout par rapport
aux bébés dinosaures. Donc pour lui, c'est comme, on a un amateur de dinosaures qui aime beaucoup les bébés parce que c'est potentiellement un vieil homme qui veut juste comme financer des recherches, mais des recherches comme très spécifiques, genre sur des animaux, sur les bébés et tout. Donc, évidemment... Dr. Gaunt est enrôlé, bien sûr, pour aller sur l'île et tout. Et puis, on a justement une brochette de personnages qui viennent faire cette fameuse visite de l'île, mais qui la plupart n'ont pas vraiment idée de qu'est-ce qui se passe. Et puis, un peu de la même façon que le film se déballe, tout le monde arrive sur cette île, comprennent pas trop pourquoi c'est une île isolée et tout, pourquoi il y a de la sécurité autant, des barbelés, des choses comme ça, des câbles électriques. Et bien sûr, on découvre qu'il y a des fucking dinosaures sur cette île-là. Donc, la première partie du livre est quand même assez longue, ce qui est intéressant parce que c'est vraiment comme... Ça prend le temps d'établir un peu justement le contexte social, si on veut, à l'époque, de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, dans le fond, comme construire un projet secret comme ça, mais qui, évidemment, ne pourrait pas être parfait. Donc, comment des enquêtes ou comme du moins des failles pourraient faire en sorte que de tranquillement exposer cette business-là. Donc, c'est très intéressant. Ça commence un peu justement avec beaucoup de personnages qui ne seront plus dans le reste du livre jusqu'à ce qu'on arrive justement avec notre brochette de personnages principaux. Et puis là, s'ensuit bien sûr une explication, si on veut, du parc. Donc, Michael Crichton, c'est vraiment un gars qui adore décrire en détail la technologie. C'est un très bon vulgarisateur. C'est un passionné de science. Et puis ça se transcende dans son livre parce que, bon, il y a quasiment le tiers du livre qui explique vraiment dans le détail comment fonctionne le parc Jurassique, comment on a cloné ces animaux-là. Toute la technologie, dans le fond, qui explique comment ceci est sécuritaire, comment il n'y a aucune façon, dans le fond, que ce parc-là pourrait être faillible ou du moins y avoir de problèmes. Donc, c'est un peu des choses qu'on retrouve dans le film. Dans le film, c'est vraiment quelque chose, évidemment, qui fait partie aussi de du premier tiers du film, mais qui est un peu plus condensé. On a une bonne partie de tout ça qui est expliqué dans un dessin animé dans le film. Dans le livre, c'est beaucoup plus élaboré. Il y a beaucoup de conversations aussi, bien sûr, philosophiques sur l'aspect de jouer à Dieu. Parce que je vous rappelle, ce livre-là, ça a été écrit dans les années 80, quand la science commençait justement un peu à jouer beaucoup avec les modifications génétiques. On s'intéressait beaucoup au clonage, ces affaires-là. Donc, c'est vraiment aussi un exercice de philosophie, si on veut, là, sur la morale de tout ça, t'sais. Parce qu'au fait, c'est ça, c'est l'homme qui joue à Dieu, manipuler la nature, transformer la nature. Et il y a aussi la question qui est amenée, que je mentionne là, parce que ça va revenir plus tard dans l'épisode d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on crée vraiment des dinosaures ou on crée quelque chose qui, pour nous, semble être un dinosaure? Et rendu là, Henry Wu, là, qui est dans le film, là, le scientifique asiatique, qui a comme des courtes scènes mais qui revient plus tard. Dans le fond, lui est 100% à l'idée de transformer les dinosaures pour les rendre plus optimales, par exemple, pour un parc d'attractions. Notamment, les rendre plus lents. Parce que, voir un vrai dinosaure, les gens vont être forcément surpris, mais si on le rend... Tout le monde s'imagine que les dinosaures sont lents, donc pourquoi pas les rendre plus lents volontairement, comme ça, les gens vont être plus comme... Ça va mieux répondre à leurs attentes. Parce que c'est ça qu'on fait au final aussi, c'est un parc d'attractions. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont vraiment amenées pendant un bon bout de temps dans le livre, et c'est vraiment très intéressant. Et puis là, bien sûr, on tombe dans la fameuse visite guidée, où est-ce que, on commence à voir pendant la tournée que, hey, il me semble que je viens de voir un bébé dinosaure. Donc, on commence à douter, dans le fond, du système du parc. Et puis, justement, la question de, écoute, est-ce que ces animaux-là peuvent se reproduire, peuvent pas se reproduire et tout. Et puis, on finit aussi par apercevoir sur un bateau qui s'en va au loin un dinosaure. Donc, il y a un des enfants, parce qu'il y a les mêmes personnages du film qui reviennent,
qui, lors de cette tournée-là, va repérer justement sur un bateau qui s'en va au loin un dinosaure. Donc là, le parc est complètement un peu capote finalement. Donc les dinosaures potentiellement se reproduiraient et les animaux seraient capables de sortir de l'île peut-être sur des bateaux. Donc évidemment, la visite guidée se transforme en bit. Il faut retourner au centre des visiteurs pour justement avertir la côte que le bateau est potentiellement compromis et puis invalider ce parc-là. Et là, bien, les mêmes choses que dans le film se passent. Donc, on a Dennis Nedry, un informaticien qui gère tous les systèmes du parc, qui a été, on apprend, racheté par la compagnie rivale Biosyn, qui décide en fait de voler, si on veut, une partie des embryons, donc la technologie du parc, pour pouvoir la revendre. Et puis, comme dans le film, vient un peu, si on veut, scrappé par mégarde tous les systèmes de sécurité du parc. Puis là, bien sûr, le T-Rex sort du parc, tous les dinosaures se sauvent. Et bon, là, on tombe un peu dans les trucs qui ressemblent le plus au film, si on veut, à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une scène qui est comme... bon, évidemment, c'est un peu le même principe que dans le film. Le tyrannosaure sort, brise des voitures, les gens se retrouvent un peu perdus dans la jungle. Mais il y a une partie intéressante qui n'est pas dans le film, ou du moins qui ne l'était pas avant Jurassic World Rebirth, mais il y avait aussi toute une séquence où est-ce que les héros, donc les mêmes que dans le film, donc Dr. Grant et Tim et Lex, donc les deux enfants, se sauvaient en bateau, en radeau sur une rivière, et puis se font poursuivre justement par le T-Rex. Donc quelque chose qui va revenir... comme je disais, dans Rebirth, mais aussi une scène avec une volière et tout. Donc, il y a quand même pas mal de scènes qui sont pas dans le film. Par la bande, on a les Vélociraptors qui attaquent le centre des visiteurs et tout. Encore une fois, assez similaire à ce qui se passe dans le film. Mais là, la partie intéressante qui n'est pas dans le film, c'est que, pendant la visite, comme je disais, on se rend compte que les dinosaures... on avertit la côte qu'il semble y avoir un dinosaure sur le bateau, donc ça va bien. On avertit qu'il faut venir nous sauver tout le monde, donc ça c'est bon. Mais on décide aussi d'aller investiguer la présence potentielle de nids de dinosaures. Donc, comme je disais, les dinosaures semblent se reproduire, donc il faut trouver le nid. Alors, nos personnages trouvent sur l'île ce qui semble être en fait un nid de Vélociraptor. Et puis là, la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que c'est quelque chose qui va encore une fois revenir un peu plus tard dans un des contenus qu'on va parler ce soir. Mais c'est ça, donc on décide d'aller essayer d'exterminer ce nid-là. Et puis finalement, c'est ça, le livre se termine dans littéralement l'armée qui fait exploser l'île au complet. Il ne reste plus rien. Donc, la solution finale, tout est là. Donc c'est quand même assez intéressant comme lecture parce que bon... On a les images du film en tête quand on le relit, mais il y a quand même des différences, bien sûr. Il y a des personnages de plus, comme je disais, Henry Wu, le scientifique qui crée les dinosaures dans le film, littéralement dans le premier film, peut-être un petit 5 minutes d'écran, mais dans le livre, c'est un personnage très important qui amène beaucoup justement des dilemmes d'éthique de l'avant, donc beaucoup de questionnements philosophiques, puis lui, il est 100% pour la science et pour le profit. Donc, puis il y a une mort très atroce dans le livre, donc ça c'est bien. On a aussi le personnage de Ed Regis qui est comme un gars de marketing, un publiciste qui lui, genre, il voit juste des dollars partout dans ce parc-là, puis il est bandé raide, puis évidemment, c'est lui qui se fait manger par le T-Rex. D'ailleurs, il y a le personnage de l'avocat Donald Gennaro dans le film qui se fait manger par le T-Rex. Donald Gennaro dans le livre est là aussi, mais c'est un personnage, c'est aussi un avocat, mais il est beaucoup plus rationnel et beaucoup moins... c'est un meilleur personnage qui survit aussi, mais bon, ses traits dans le film sont beaucoup basés sur le personnage de Ed Regis, justement, dans le livre qui est tout. Hey, merci Salvidrim, petite parenthèse qui vient de nous faire un bel abonnement. Merci beaucoup Salvidrim, t'es une très bonne personne, très bonne personne.com. On va te faire un petit shout-out aussi. Donc voilà, comme je vous dis, des personnages qui sont pas dans le film. Il y a aussi, comme je disais au début du livre, il y a tout un espèce de
de biologiste du Costa Rica, Martin Gutiérrez, qui lui, dans le fond, investigue et tout. Il revient à la fin pour faire justement un wrap-up de « Hey, ça me semble être un dinosaure, ça. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas des informations par rapport à ça? » Parce qu'évidemment, à la fin, tout le monde se doit se la zipper et pas parler de ce qu'ils ont vécu sur l'île. Un autre personnage qui est intéressant parce qu'il est dans le film lui aussi, mais qui est comme pas là très longtemps, encore une fois, mais qui est là très présent dans le livre. Le Dr. Harding et tout, mais bon, un vétérinaire, donc évidemment, qui amène un peu un aspect, encore une fois, plus parler des animaux et tout. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de ces personnages-là qui viennent vraiment chercher toujours des facettes différentes de qu'est-ce que pourrait être Jurassic Park, finalement. Et puis, c'est vraiment là que Michael Crichton, il shine le plus, justement, là, à rentrer dans le petit détail. Il y a beaucoup de personnages aussi qui sont différents. Donc, tu sais, le Dr. Ellie Sattler puis Dr. Grant ne sont pas un couple. Tu sais, en fait, Ellie Sattler est beaucoup plus jeune que lui, puis c'est vraiment comme son étudiante, donc qui l'accompagne. Ça, c'est assez mi-clair. Les enfants sont comme... c'est comme c'est Tim qui est le plus vieux, Lex qui est la plus jeune. C'est Tim aussi qui connaît les dinosaures, mais qui connaît aussi l'informatique. Donc ça, dans le film, je pense qu'on a essayé de splitter un peu les, les skills pour justement rendre les deux personnages aussi intéressants l'un comme l'autre. Et puis John Hammond, dans le film, c'est vraiment comme le bon grand-papa, le bon personnage, un peu le Père Noël et tout. Mais dans le livre, c'est vraiment une couille. C'est vraiment un gars qui pense juste à l'argent. C'est vraiment l'ordure. Et puis, ben c'est ça. Il finit par mourir. Donc, il y a une mort... il se fait manger par des Compsognathus, donc des petits dinosaures, un peu comme dans The Lost World, là, il y a un des chasseurs qui se faisait manger par des Pro-Compsognathus. Donc voilà. Bien sûr, il y a plus de dinosaures qui sont pas dans le film. Il y a beaucoup de gens qui étaient déçus d'ailleurs que bon, le Stegosaurus, c'est lui qui est malade dans le film. Il y a bien des dinosaures comme ça qui sont pas là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la chose, mais le parc est plus riche à ce niveau-là. Les dinosaures sont un peu différents aussi. C'est beaucoup plus violent et beaucoup plus dark. Puis là, évidemment, c'est normal. C'est un peu... c'est de la littérature, donc des fois, les images sont un peu plus fortes. Là, le Dennis Nedry, sa mort est particulièrement brutale là, quand on l'explique dans le livre. Ça, c'est lui qui se fait manger parce que, comme avec du poison en face du dinosaure qui crache. Là. Donc, lui, il explique vraiment toutes ces dernières minutes quand il voit plus rien puis il fait juste sentir la pression de son crâne qui s'écrase. Donc, c'est un peu dégueulasse. Il y a même un bébé qui se fait manger au début là, du livre, là, justement, là, pendant toute l'enquête au Costa Rica. Là, une chose qu'il n'aurait jamais pu faire au cinéma. Là. Mais bon, c'est comme... c'est assez dark. Aussi, le personnage de Robert Muldoon ne meurt pas dans le livre, en fait. Muldoon, parce que c'est un super chasseur, donc il n'y a pas de raison qu'il meure. Mais supposément, j'ai vu un peu par la bande que en fait, l'acteur qui jouait Robert Muldoon avait demandé que son personnage meure. Parce que lui, il voulait être... Parce que bon, il était malade, puis il était pas certain s'il allait pouvoir un jour revenir pour une suite ou quoi que ce soit. Puis tu sais, il voulait vraiment montrer... il dit, pour le film, ça serait mieux que mon personnage meure pour montrer à quel point les dinosaures sont vraiment comme... Les vélociraptors sont vraiment super intelligents. Puis ouais, Elder Derino qui dit Spielberg est pas tant violent en général. Ben, c'est ça, Spielberg est plus dans dans le sous-entendu. Tu sais, Jaws, c'est comme... C'est effrayant comme film, mais quand tu le réécoutes, tu te rends compte, c'est comme... C'est pas si pire que ça, mais c'est beaucoup dans l'anticipation, c'est beaucoup dans le montage que ça devient terrifiant. Et puis, ben c'est ça, comme je dis dans le fond, à la fin, toute l'île se fait comme exploser, donc il n'y a pas de sous-entendu qu'il pourrait y avoir de suite ou rien. Donc, c'est ça, c'est vraiment très intéressant. Pour vrai, si vous voulez un nerdy read d'aventure, si vous avez aimé le film, le livre, puis ça vous parle de la vieille tech des années 80-90, c'est super intéressant, c'est vraiment fascinant. Comme je vous dis, même les chapitres hyper détaillés, techniques, sont fascinants. Puis la seule chose qui te dit que tu lis vraiment de quoi de vieux, là, puis que tu sais que c'est vraiment comme de quoi de dépassé, c'est de voir en fait qu'une corporation mettrait autant de soucis puis d'efforts dans la sécurité d'un produit. Parce que, visiblement, aujourd'hui, il n'y a personne qui ferait autant d'efforts pour sécuriser ce parc-là. Ils s'en calisseraient.
Les corporations calculeraient que ce serait moins cher indemniser quelqu'un qui se fait manger par un tyrannosaure que de mettre genre 800 mètres de clôture électrifiée. Ça, c'est certain. Parce que le capitalisme a changé. Mais bon. Sinon, même si l'île se fait détruire à la fin, puis aussi, bon, une différence majeure que j'ai pas mentionnée, Ian Malcolm, techniquement dans le livre, il meurt. Donc, on sous-entend qu'il est mort. C'est ça, il se fait mordre aussi par le tyrannosaure, mais il vient à bout de ses blessures. Et la raison pour laquelle je le dis là, c'est que Michael Crichton, comme je disais au début, il a décidé d'écrire un deuxième livre, The Lost World, un peu justement suite au succès du film Jurassic Park, puis de tout, dans le fond, le potentiel de faire une franchise de ça, sachant que Steven Spielberg aussi considérait faire une suite. Donc, les deux se sont dit aussi bien chacun faire une suite à tout ça. Une suite dans laquelle, c'est Ian Malcolm le personnage principal, parce que sa mort est retcon. Donc, on explique finalement au début du livre que Ian Malcolm n'est pas mort, il est juste comme... Il était dans le coma, puis au Costa Rica, dans le fond, le système de santé, c'est pas clair, là, on pensait qu'il était mort, mais il était pas mort, tout est correct. Donc, sans rentrer dans le détail du deuxième livre, parce que le deuxième livre est quand même assez différent, donc un peu... Il y a la même prémisse, dans le fond, que dans le film, parce que le film a pris certaines idées du livre, mais ils sont quand même assez différents. Donc, l'idée d'une deuxième île, qui était vraiment une île pour créer l'usine à dinosaures, donc ça, c'est une idée qui vient du livre que Spielberg a fait comme « Ah, you know what, ça, c'est une bonne idée, on devrait faire ça. » Et puis, c'est ça, le fait que les deux sont leadés par Ian Malcolm, ça fait du sens. Là, bon, le film, rapidement pour ceux qui s'en souviendraient plus, parce que The Lost World, c'est pas nécessairement le film que tout le monde a plus trippé dessus. L'idée, c'était que, justement, après toutes les années de ce qui est arrivé à Jurassic Park, toutes les poursuites et tout, InGen décide de kick out de son board, de changer de CEO et de tasser John Hammond, dans le fond, et de le remplacer par son neveu qui, lui, veut redresser la business en allant, justement, chercher les assets qui sont restés sur cette île-là, donc les dinosaures, et d'ouvrir, évidemment, de faire son propre parc jurassique, finalement, à San Diego. Et John Hammond, par le side, lui, il veut pas que ces animaux-là soient martyrisés, parce que, comme j'ai dit tantôt, dans le film, c'est un bon personnage dans la série des films. Donc, il décide d'envoyer une équipe pour aller tourner un documentaire, présenter ces animaux-là pour essayer de gagner un peu la sympathie du grand public et éviter qu'on réutilise, qu'on exploite ces animaux-là. Donc finalement, le livre, comme je dis, est assez différent. En fait, dans le livre, ça suit un personnage qui s'appelle Richard Levine, qui est comme un jeune paléontologue riche, un étudiant qui, lui, étudie beaucoup l'extinction, donc qui est très fasciné par l'extinction, et puis qui décide qui un jour, justement, encore une fois, au Costa Rica, on commence à avoir des carcasses d'animaux qui wash out sur les côtes, donc qui s'échouent sur les côtes, et puis lui, il pense que dans le fond, il y a peut-être un Lost World qui existe, et finalement, grâce à ses moyens, il réussit à pinpointer une île à aller explorer, qui est finalement l'île du site B, qui est dans les films. Mais au même moment, il y a Biosyn qui avait essayé d'acheter des embryons dans le premier film, qui, eux, apprennent l'existence en espionnant justement ce gars-là de cette île-là qui existe, donc le site B. Et eux décident de littéralement aller voler des dinosaures. Donc c'est comme assez différent. Mais encore une fois, il y a des liens qui vont venir dans les films d'après, donc un peu plus tard là-dessus. Donc, tout ça pour dire, si tu veux une lecture d'aventure nerdy, avec des dinosaures, mais aussi, tu sais, quand même un bon suspense, des personnages forts, vraiment, moi, j'ai été surpris à quel point je suis rembarqué là-dedans. Puis, tu sais, comme je disais, je l'écoutais en audiobook aussi, fait que des fois, tu sais, je finissais ma ride de char, puis j'étais comme... Je restais assis dans le char quand même pour écouter un peu, voir qu'est-ce qui allait se passer ou terminer mes chapitres. Donc, tu sais, c'est sûr que je vous recommande, peu importe le format, si vous avez aimé les films, de donner une chance aux livres. Donc, comme je vous dis, c'est facile à se procurer. C'est à la bibliothèque, à la friperie. La friperie, il y a toujours des livres de Jurassic Park qui sont disponibles. Donc, allez voir ça. Ça vaut la peine. C'est intéressant quand même.
Et surtout de voir un peu justement comment même les deux livres finissent par quand même se retrouver à l'écran au fil du temps dans toute cette série-là.